On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des effets de la pandémie sur la Saint-Vincent-de-Paul et de par le fait aussi qu'il n'y aura pas de guignolée comme tel cette année. On va devoir aider autrement. Mais d'abord, parlons des travaux de la rue Richelieu parce que ça commence cette semaine. On en a quand même pour un petit bout. C'est assez complexe et on en discute avec le principal responsable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un tournant très important pour les travaux du Vieux-Saint-Jean dans le centre-ville, ici même, dans lequel on se trouve en ce moment. Vous savez qu'au fil des ans, on a refait l'entrée nord, l'entrée sud. Le MTQ est à terminer aussi son projet du nouveau pont Gouin, pont d'ailleurs qui est fermé pour cette semaine en raison de travaux. Mais on sait que parmi la séquence des travaux à venir, il y avait celui de la rue Richelieu, donc celle qui est tout juste derrière nous ici. Et pour nous parler de cette séquence des travaux, avec nous, Benoît Fortin, il est le directeur du service des infrastructures et gestion des eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Il y a une certaine appréhension parce que ça reste quand même une rue hyper importante, c'est névralgique, il y a des commerces aussi. Je comprends qu'on a vécu l'expérience avec, entre autres, l'entrée nord qui impactait quelques commerces entre la Trinquette et le Ménacène-Pisse. Là, évidemment, c'est un autre point de vue, il y a le pont également. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que ça demande comme préparation quand on entreprend des travaux d'envergure comme ça? Bien, sur la rue Richelieu, au départ, comme vous faites bien de le mentionner, beaucoup de commerces. En préparation, on sait que le projet inclut également l'enfouissement des fils. Oui, c'est vrai. Donc, on a beaucoup d'entreprises d'utilité publique, Hydro, Bell, Vidéotron, etc., qui sont tous présents sur des poteaux. On voit les nombreux fils là, qui sont sur place. Ces réseaux-là vont également être enfouis. Donc, c'est des partenaires à la ville qu'on doit considérer dans notre échéancier. Dans la planification également, au niveau de la préparation des plans de devis, qui vont nous permettre, une fois le projet terminé, bien entendu, de ne plus rien voir comme infrastructure en surface. Donc, c'est un projet qui, de notre côté, a pris tout près de 2 ans, une fois le mandat à une firme d'ingénieurs qui nous accompagne donné, avec justement l'ensemble de ces intervenants-là, de pouvoir préparer les documents. Au-delà de l'enfouissement des fils, évidemment, qui sera ultimement un bénéfice, qu'est-ce qu'on fait au juste? Moi, souvent, je le résume, on dit, bon, c'est quoi les travaux de la rue Richelieu? Ben, moi, dans ma tête, ils rouvrent. On en profite pour changer les canalisations, les tuyaux là, qui sont là depuis probablement bon nombre d'années. Mais c'est probablement beaucoup plus complexe que ça. Bref, c'est quoi les travaux qu'on va faire au juste? Bien, exactement. Donc, on va en profiter pour remplacer les vieux réseaux. Donc, on a en place un réseau d'égouts, on a un réseau d'aqueduc. Ces conduites-là vont être complètement remplacées par de nouveaux réseaux flambant neufs. Au niveau des réseaux d'égouts, on en profite également pour séparer nos eaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau qui va pouvoir contenir les eaux usées, donc les eaux qui doivent être traitées, acheminées à la station d'épuration, et on va mettre en place un deuxième réseau qui, lui, va capter les eaux de pluie, les eaux de surface, pour les acheminer au cours d'eau, puisque ces eaux-là n'ont pas besoin d'être traitées. En plus de ça, on va, en plus de l'enfouissement des fils, on va en profiter pour revoir complètement les réaménagements de surface des rues. Actuellement, on a des trottoirs qui sont aménagés en pavé de béton. On a des chaussées faites en asphalte. Donc, on va revoir ça complètement avec un design plus à la mode, disons, qui va donner une nouvelle ère au centre-ville. On va notamment, pour la portion entre les rues Saint-Charles et Saint-Jacques, on va donner un style à la rue qui va permettre un peu d'aménager l'espace pour qu'elle soit complémentaire à la place publique du Vieux-Saint-Jean. Donc, cette rue-là va être au niveau de l'aménagement de surface en pavé de béton. Et ça va être à la fin des travaux un peu comme une grande terrasse qu'on peut imaginer, qui va se poursuivre de la devanture des immeubles jusqu'à aller à l'espace existant dans la place publique du Vieux-Saint-Jean. Pourquoi on fait ça? Bien, on veut donner une allure plus festive lorsqu'on va vouloir le faire. Et puis, on veut aussi amener une nouvelle image, un peu comme ce qu'on a retrouvé là, dans l'entrée nord suite aux travaux. Pour ce qui est de la partie restante, donc de la rue Saint-Charles à la rue Foch, le premier tronçon qu'on a amorcé ce matin des travaux, cette rue-là, par contre, les trottoirs vont être réaménagés avec du pavé de béton. On enfouit bien entendu les fils, mais on va aménager la rue avec un asphalte, un peu comme on le retrouve présentement. Bon. Question curiosité comme ça. Les tuyaux là, qu'on a ici sur la rue Richelieu, ça date de quand? Ça date de quelle époque? Ça date de la fin des années 20, dans certains cas. Il y a certaines conduites qui ont été remplacées en partie.
Et il y a des nouveaux réseaux qui ont été bâtis dans le temps des travaux d'assainissement des eaux dans les années 90. Je pense entre autres à la portion entre la rue Saint-Charles et à la rue Foch. Dans ce bout-là, par exemple, la zone de travaux qu'on a débuté ce matin, on n'avait pas besoin de remplacer le réseau d'aqueduc parce qu'il avait été fait dans les années 90. Donc, ce petit bout-là, il va être un petit peu moins imposant en mesure de Il y a quand même des tuyaux qui datent d'une centaine d'années. Oui, tout à fait. Donc, quand vient le temps de réparer ces conduits-là, bien, c'est plus difficile, c'est plus complexe également. Et puis ça, c'est sans compter que sous les chaussées de pavage actuellement, on retrouve des dalles de béton. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, dans les années 50-60, toutes les rues du centre-ville avaient été recouvertes d'une dalle de béton. Ah, ouais. Donc, au fil des années, cette dalle de béton-là a été remplacée par une couche de surface en asphalte. Malgré toutes les recherches qu'on peut faire, il n'en reste pas moins que le jour où on se met à creuser, est-ce que ça arrive parfois qu'il y a des surprises ou des mauvaises surprises ou des choses pas prévues parce que non répertoriées dans les recherches qu'on a? Effectivement. Nos archives nous donnent quand même un bon aperçu, malgré qu'à l'époque où, dans ces années-là, les infrastructures ont été construites, on n'avait pas de plan, on avait peu de détails. On a quand même réussi à récupérer un ensemble de données, mais bien évidemment, il est fort probable, on ne l'espère pas, mais il est fort probable qu'on retrouve des imprévus. Donc, c'est pour ça, par exemple, aussi, en matière de recherche dans le cadre de nos travaux, on va avoir la présence d'archéologues. OK. Bon, on parlait tantôt là, des services d'utilité publique, là, Vidéotron, Bell, bon, peut-être même Gaz Métro aussi. La vie va continuer, les commerces vont quand même tenter de continuer d'opérer. Donc, comment on s'assure de garder en alimentation d'Internet, de câbles, de gaz métro, d'électricité, les commerçants ou même les citoyens là, qui habitent dans le centre-ville? En fait, tous ces réseaux-là vont continuer à opérer tant qu'ils vont être au niveau aérien. Il y a 4-5 étapes plus importantes, disons, dans le cadre de nos projets. La première étape, ça vise à creuser, à remplacer les conduits souterrains et ajouter aussi des conduits souterrains dans le but d'insérer à l'intérieur de ceux-ci les fameux réseaux d'utilité publique qu'on trouve actuellement aériens. Une fois que ces travaux de conduits souterrains-là sont complétés et la reconstruction de la chaussée de gravier, l'étape suivante va consister justement à différentes compagnies d'utilité publique d'aller passer leur réseau dans ces conduits-là, dans le but d'aller brancher chacun des immeubles. Donc, une fois que cette étape-là est complétée, c'est uniquement par la suite qu'on est prêt à tomber à l'étape 3, qui consiste à la ville à aller finir les travaux d'aménagement de surface, donc l'ajout de bordures, de pavés et tout ça. Bon, là, on est dans la semaine du 19 octobre. Entre maintenant et le temps des fêtes, on fait quoi? Le tronçon qui est visé, c'est un peu un test en même temps, disons, pour nous. C'est le tronçon entre les rues Foch et Saint-Charles uniquement. Ouais. Donc, c'est le bout qu'on veut faire cet automne, qui va nous donner un air d'aller. On va être en mesure d'évaluer aussi comment le chantier va. Bien entendu, on a l'effet pandémie qui est avec nous, qui nous ralentit en quelque sorte un peu. De notre côté, bon, bien, tout ce qui est l'achalandage du centre-ville est affecté par cette présence-là de pandémie. On a moins de trafic, on a moins d'impondérables, on a moins d'achalandage. Ça fait moins mal aux commerçants en même temps. On profite de l'occasion, si je peux dire. Et puis, bien, on espère que ce bout-là va, pour la période froide qui va, on pense, ça marche en décembre, passer à travers. Bon, après ça, durant l'hiver, là, janvier, février, mars, est-ce que vous pouvez quand même faire un minimum de travaux ou si vous êtes un peu sur la touche parce qu'il fait trop froid et on ne peut pas faire grand-chose? Là? Tout est arrêté. Vraiment tout? Tout est arrêté pour la période de l'hiver parce que, exception faite du petit bout, je viens de vous parler de Foch à Saint-Charles, lorsqu'on va redébuter les autres sections de travaux, donc sur Richelieu de Saint-Charles à Saint-Jacques et sur la rue Saint-Charles de Richelieu à Champlain, dans ces sections-là, on remplace le réseau d'aqueduc. Donc, étant donné qu'on procède à ces travaux-là, on doit installer en surface du sol un conduit d'alimentation en eau potable qui va alimenter les bâtiments temporairement, parce que on n'a pas le choix, il faut interrompre le fonctionnement du réseau d'aqueduc. Bien entendu, on peut difficilement faire ces travaux-là en période de froid. Bon. Printemps, été, automne 2021, ça va ressembler à quoi? On se donne comme objectif les 2 premiers mois de l'année 2021, donc avec la pause de l'hiver, janvier-février. Regarder avec notre entrepreneur attentivement à quoi pourrait ressembler la réamorce du projet au printemps. Est-ce qu'on va attaquer la rue Saint-Charles? Est-ce qu'on va attaquer l'autre bout de la rue Richelieu?
Il reste du peaufinement à faire avec ce côté-là. Il reste également une coordination avec les entreprises comme Gaz Métropolitain, donc Énergie, Hydro, Bell. Et puis, bien entendu, on va aussi consulter là, les commerçants pour évaluer avec eux, selon les possibilités qu'on a, et la pandémie, hein, où ce qu'on en sera rendu au mois d'avril-mai, on veut se laisser l'hiver pour l'évaluer. Mais pour avoir vu des travaux quand même d'envergure, je prends l'exemple de la rue Saint-Laurent à Montréal, parce que moi-même, je l'ai vécu quand j'y travaillais. Bon, tu sais, il y a eu une époque où, même la rue Sainte-Catherine, il y a eu une époque où on se rendait dans les commerces, là, sur les planches de bois, puis ainsi de suite. C'était un peu ça. Je comprends qu'il y a quand même certains commerces qui peuvent avoir des accès arrière, ce qui peut être quand même assez bénéfique. Mais il y aura quand même une période de perturbation pour l'accès à certains bâtiments. C'est définitif. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on creuse dans la chaussée, on va creuser près des immeubles, près des façades. On a la chance, disons, pour les commerces sur le tronçon Foch à Saint-Jacques, que la majorité d'entre eux, ils ont un accès à l'arrière. Ouais. Donc, au niveau des livraisons, au niveau de la clientèle, c'est possible d'avoir accès à ce moment-là. Bien entendu, on va faire en sorte qu'en façade, sur Richelieu, tant bien que mal, on va essayer de maintenir des corridors piétons de sécurité pour les gens, mais en même temps, sécurisant le chantier. L'idée, c'est de finir tout ça à peu près quand? Je comprends que les délais, c'est difficile parce que même dans l'entrée nord, entrée sud, on l'a vu, puis il y a des surprises en cours de route, puis on veut pas botcher, comme on dit. On veut faire les choses correctement. Bref, mais à peu près, vous mettez quoi comme scénario, là? Nous, on a un souhait qui serait de terminer entièrement le projet pour l'automne 2022. OK, quand même. Et quand je parle de ce délai-là, ça inclut le retrait des fils et le retrait des poteaux également, parce qu'on n'en trouve plus aucun poteau en bordure de chaussée. Bien entendu, l'aménagement des chaussées, trottoirs et tout ça. OK. Donc, automne 2022, ça nous donne un horizon. Ça va être un bout, évidemment, à passer, mais comme on dit souvent, pour l'avoir vécu entrée nord, entrée sud, ou même le boulevard Saint-Luc, quand on est dedans, évidemment, c'est plate. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des yeux, mais je pense qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière aujourd'hui, là. Non, on voit des dividendes, là, juste à l'égard de l'entrée sud et aussi l'entrée nord. Hein, tout le fait voir que le projet a pu démontrer avec les aménagements, le parc et tout ça. On est convaincu que c'est un passage à la fois obligé parce que tôt ou tard, les infrastructures vont l'exiger de par la vieillesse qu'ils ont. Puis bon, on en profite en même temps pour redonner une nouvelle image à la ville. Là, on voit, sur la rue du Quai, il y a des travaux en ce moment. Mais est-ce que c'est la ville qui est concernée? Non, ces travaux-là sont en lien avec les travaux du pont Gouin. C'est à l'extrémité de la rue du Quai, là, près de l'arrivée du pont. Ouais. La rue du Quai va être aménagée en rond-point. Tout ça, c'est situé juste adjacent aux descentes et aux rampes d'accès pour les piétons et les cyclistes du pont à la bande du canal. Donc ça, c'est un projet qui fait partie du projet du pont Gouin avec le ministère des Transports. Et le MTQ, il leur reste quoi à faire, en gros? Le ministère des Transports, il leur reste ces travaux-là ici à faire. Ouais. Ils vont aussi bientôt débuter l'aménagement des fameux trottoirs qui vont permettre aux gens de passer de la rue Richelieu à la rue du Quai directement le long du Flore. Ouais. Il reste des travaux de démolition du côté d'Iberville à compléter du vieux pont. Il reste l'aménagement également des deux parcs, donc le parc Laurier et le parc Léo-Dugas du côté de la rive est, et puis la rampe d'accès sur la jetée du canal. Okay. Selon les derniers calendriers que le ministère nous suggérait, c'est que normalement, au mois de juin, tout ça devrait être terminé l'an prochain. Benoît Fortin, merci infiniment. Donc, on va évidemment se souhaiter à tous et chacun un peu de patience et de collaboration, puis de continuer également de fréquenter les commerçants du Vieux-Saint-Jean, nonobstant les travaux, évidemment, auxquels on va faire face. Mais effectivement, dans 1 an ou 2, je pense qu'on va être bien content que ce soit chose faite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de pauvreté, parce que là, on sait qu'il n'y aura pas vraiment de guignolée comme telle. Maintenant, la pauvreté, elle ne disparaît pas avec la pandémie. Bref, comment on peut aider ces gens-là? On en discute au retour avec le président de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, Fernand Croisatière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Si vous ne nous reconnaissez pas, salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, comme nous sommes maintenant en zone rouge à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a nos masques. Absolument. Et nos invités cette semaine. Jean-Daniel Saint-Martin et Marc-André Houle pour parler des forts de Chambly. Manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pandémie ou pas, la pauvreté, elle n'arrête jamais. Même au contraire, on vit des moments quand même assez particuliers, assez difficiles. Et là, on le voit, il y a plusieurs activités, évidemment, qui sont annulées. Puis là, évidemment, on le pressentait, mais bon, il n'y aura pas de guignolée comme on l'a vécu dans les dernières années. Mais évidemment, moi, ça m'interpelle parce que je me dis, comment on peut continuer d'aider? Parce que la pauvreté, elle ne prend pas de pause. On en discute aujourd'hui avec le président de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, Fernand Croisetière. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On avait fait ensemble une entrevue via Zoom au printemps parce que j'avais aussi les mêmes préoccupations à ce moment-là de dire, bon, déjà que c'est pas facile ce qu'on vit. Pour quelqu'un qui est déjà démuni, c'est encore pire, on en rajoute une couche. Comment ça va chez vous là, depuis le mois de mars, disons? Bien, disons qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on devrait faire notre réunion, notre assemblée générale annuelle. Ça fait 2 fois que je la reporte, puis là, je la reporte encore. Fait que ça donne un peu l'idée, là, comment on le vit, là. On reporte. Mais pour la guignolée, moi, je te dirais, depuis le mois de mai, on est préoccupé par ça. Chez nous, c'est une grosse opération. On parle de 800 à 1000, là, selon les inscriptions de paniers de Noël. Puis faire le tour de nos gens qui nous donnent des conserves, toutes sortes de denrées, c'est 300 bénévoles là, qui vont de porte à porte, là. Fait que le défi était là. Il s'agit de voir là, comment on peut s'organiser. Puis là, bien, faut trouver des réponses. Fait que la première question que je me suis posée, est-ce que le Collège militaire est disponible pour nous autres? Parce que c'est là qu'on fait... c'est le cœur de nos opérations, il se fait là. Et on sait que le Collège, lui, ils ont fait une bulle, puis c'est pas accessible. Puis ils font attention aussi de protéger leurs cadets. Fait que... Qu'on se comprenne bien, donc, il n'y aura pas de guignolée cette année. Des bénévoles qui viennent à nos portes, là, dans nos maisons, il n'y en aura pas. Mais on va faire différemment. Comment? Bon, on s'est dit, qu'est-ce qui peut... je me dis, qu'est-ce qu'on peut donner à nos clients si on ne fait pas de guignolée? Fait que là, on y va avec un peu le thème qui a été lancé là, dernièrement, achat local. Fait qu'on s'est dit, si on achetait des cartes d'épicerie, puis qu'on distribuait ça à nos clients à place d'un panier de Noël, bien, ça pourrait faire la job, comme on dit. Fait qu'on a traversé là, des échanges à travers ça, puis on en est venu à cette solution-là. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que historiquement, on a des bacs bleus dans différents commerces de la ville de Saint-Jean. Ça, on va continuer à les mettre, là, s'il y a des gens qui vont faire l'épicerie puis qui voient un bac de Saint-Vincent-de-Paul, peuvent mettre des choses à l'intérieur. On a aussi les fameuses tirelires, là, qu'on appelle la valse des tirelires, qu'on met dans différents points de service à Saint-Jean, les dépanneurs. Fait que nos tirelires sont toujours là pour ramasser des sous, là, pour nous aider là, à acheter des denrées. Qu'est-ce qui est le mieux? Parce que, tu sais, moi, je regarde chez moi, là, dans mon quartier, à chaque début décembre, là, pour la guignolée, on pouvait donner, je ne sais pas, ma conjointe à ramasser des trucs, mais il pouvait avoir des fois pour 50, peut-être même 75, peut-être même 100 $ de vivres qu'on pouvait donner. Là, qu'est-ce qui est le mieux? C'est qu'on prenne ça et qu'on aille vous les porter? Ou si là, tout le monde peut aller porter ça chez vous, ça va être un autre défi? C'est sûr que... Comment on peut vous aider? C'est sûr que là, si on s'en va avec des cartes d'épicerie, c'est une dépense. Moi, je pense que si je fais 800 paniers de Noël, bien, 800 cartes, là, mettons 100 $, 150, 200, selon le nombre de personnes dans la famille, bien, c'est des déboursés là, d'à peu près 100 000, 120 000 $. Fait que ce que je privilégie, puis d'ailleurs, la campagne qu'on va faire, on va faire un envoi postal à tous les gens là, de notre territoire, puis on va leur demander tout simplement de nous faire des dons. Puis en faisant un don, bien, c'est sûr que ça va leur donner un reçu de fin d'usage fiscal, puis... Mais par contre, pour contrer, il y en a qui tiennent absolument à donner des conserves ou des denrées. Bien, on va avoir des points de service la journée de la guignolée.
le 6. Okay. Ça veut dire qu'on pourrait mettre à Saint-Jean là, 2 endroits où, si les gens veulent venir nous porter des choses, on va les identifier. On est en train de les identifier. Donc, ça, c'est le dimanche 6 décembre? 6 décembre. Donc, le 6 décembre, il pourrait y avoir des endroits pour dire au monde, si vous voulez vraiment donner des denrées non périssables, c'est ça. Voici les endroits pour aller les porter? C'est ça, c'est ça. Sinon, et d'ailleurs, ça va être dans la publicité qu'on va distribuer là, par la poste. Là, mais sinon, on va privilégier, parce qu'en même temps aussi, la guignolée, oui, on ramasse des denrées non périssables, mais aussi, pour vous, il y a des gens qui donnaient de l'argent durant la guignolée. Ils donnaient un sac de vivres, mais ils donnaient aussi de l'argent. Ils donnaient des sous, oui. Fait que là, c'est sûr que dans la publicité qu'on va envoyer à la maison, il va y avoir une carte à l'intérieur qui va permettre aux gens de faire un don avec une enveloppe retour. Ils vont pouvoir donner leurs coordonnées. Puis nous, lorsqu'on le reçoit, bien là, on rentre ça dans notre banque de données. Et lorsqu'arrive le mois de février, janvier-février, là, on émet des reçus. Il y a aussi une autre façon de nous donner. On a aussi ce qu'on appelle PayPal, là. On est au goût du jour. Vous allez sur notre site Internet, puis il y a toutes les directives pour donner des dons en ligne là, avec PayPal. Il faut juste que les gens posent le geste. Là. Tu sais, souvent, il faut aller, hein, quand on sollicite, il faut aller aux gens. Tu sais, puis, ah oui, c'est vrai, oui, attendez une seconde, là, je vais aller vous chercher ma tirelire, puis je vais vous donner. Tu sais, c'est ça. Là. Là, il faut conscientiser le public à poser le geste inverse. Donc, vous êtes habitué qu'on vous sollicite pour donner. Là. Bien là, essayez de le faire autrement. Là. C'est ça. Mais il faut maintenir le lien. Il faut maintenir le lien. Il faut aussi faire une bonne campagne de publicité à travers le territoire. Puis d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Là. Les autres aussi pensent Tout le monde pense à cette solution-là aussi. Là. Puis en même temps, la guignolée, bon, ici, localement, elle se fait avec la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, avec la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, le Centre d'action bénévole d'Iberville. Puis à l'Acadie aussi. Et évidemment, le centre aussi du côté de Mais tous les endroits comme, si on s'en va du côté de Saint-Blaise, Saint-Paul, eux autres aussi sont confrontés à la même réalité. Puis en plus, les gens qui ramassent, bien, c'est des gens d'un certain âge, fait que il faut les protéger, ces gens-là. Avez-vous parlé à des collègues là, dans d'autres villes, je ne sais pas, Trois-Rivières, Sherbrooke, Granby, ou je ne sais pas, qui vivent un peu la même chose que vous? Oui, les gens s'enlignent un peu comme nous autres, sauf que des fois, il y a des réalités qui sont différentes, mais nous autres, on en est là. On n'a jamais arrêté de donner. On a toujours fait attention. Notre offre de service a toujours fonctionné, que ce soit à partir du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. On a toujours fonctionné. De mars à aujourd'hui, est-ce que votre clientèle a changé? Alors, bien, c'est sûr qu'au mois de juillet, il y a des déménagements. Là. Il y a une partie de clientèle qui change, mais je te dirais que c'est toujours à peu près le même nombre. OK. Donc, il n'y a pas eu un accroissement de la clientèle chez vous? Non. C'est toujours à peu près le même nombre là, ça se maintient. Bon, est-ce que la pandémie, jusqu'ici, a affecté aussi votre campagne annuelle de financement? Bien, c'est sûr que là, normalement, au mois d'octobre, là, on faisait notre lancement de campagne, mais là, on va fusionner ça avec l'envoi postal qu'on va faire. Et puis, on s'enligne comme ça. Là. On est en train d'élaborer toutes nos conférences de presse. On est en train de faire nos outils aussi là, pour envoyer à la poste. On est en train de travailler là-dessus, les coupons-réponses. Et puis là, après ça, c'est tout en cartage. Hein, quand on parle de 17 000 l'enveloppe à préparer, là, avec des enveloppes retour dedans, des cartons, une lettre d'explication, c'est ça que nos bénévoles vont faire à la maison. Au lieu de venir sur place, là, ils vont travailler à la maison à préparer tout ça, puis après ça, on va mettre ça dans le courrier. Parce qu'en même temps aussi, à votre bâtiment, là, sur la rue Laurier, coin Saint-Georges, il y a les bénévoles, il y a les clients, il y a quand même une circulation d'individus, un peu comme dans une épicerie, au fond. Oui, mais ils ne rentrent plus. Là, les gens, ils ne rentrent plus. On fait nos entrevues par téléphone. Quand c'est des clients là, qu'on a depuis des années, là, la situation ne change pas, ça va vite faire une entrevue. Ils viennent chez nous, ils s'identifient. On a des paniers déjà tout préparés. On va leur donner des choix. Ils vont avoir des choix là, entre de la volaille, du bœuf, ces choses-là. Une fois qu'ils ont décidé là, de ce qu'ils veulent avoir, là, ils sortent dehors, puis ils s'en vont de l'autre côté. Puis nous, les boîtes sont déjà toutes préparées. Fait qu'ils chargent dans leur sac. Les clients ne rentrent plus à l'intérieur. Je protège mes gens, mais je les protège eux aussi. Fait que on a changé notre façon de faire. Avant, un client arrivait chez nous, il faisait une épicerie à l'intérieur du dépanneur, ça prenait 3/4 d'heure, 1 heure. À cette heure, en 10 minutes, c'est réglé. Ils sont déjà prêts à partir. Puis
Puis on a développé ce modèle-là cet été quand on avait la ville de Saint-Jean qui nous fournissait du transport pour aller à domicile. Fait que là, on avait développé notre nouvelle façon de faire. Là, c'est sûr que la ville a rapatrié son transport, mais on fait la même chose. Puis les gens peuvent faire 2 voyages où ils se trouvent des amis pour venir chercher les denrées. C'est quand même 2-3 boîtes là, qu'ils ont, là. Vous avez chacun. toujours l'approvisionnement avec les épiceries de la place, avec Moisson, Rive-Sud? Ça fonctionne toujours. D'ailleurs, c'est ces épiceries-là qu'on va privilégier pour acheter des cartes d'épicerie. Et puis, tous les jours, on fait notre tour. Maintenant, le triage, là, anciennement, j'avais une équipe qui faisait du triage. J'en ai plus d'équipe qui fait du triage. Fait qu'on prend moins de denrées, là. Exemple, des bananes, des caisses de bananes, là, je les reçois. Il fallait les trier. Il en restait peut-être 10. Puis le reste, mais là, on n'en fait plus de triage de ce niveau-là. Ce qu'on ramasse, c'est du pain, des choses du genre, des conserves, puis on a changé aussi notre façon de faire parce que j'ai moins de bénévoles à l'intérieur. Toujours moins le 2 mètres là, de distance, le confinement, il faut que je règle ça. Ouais. Alors, on va devoir aider autrement cette année. Donc, si vous êtes habitué d'aider, bien, dites-vous que vous allez devoir continuer d'aider, mais il va falloir le faire autrement cette année. Mais il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas lâcher, évidemment, la Saint-Vincent-de-Paul. Non, on a besoin. Puis la nouveauté cette année, c'est que achat local, on va encourager nos marchands locaux. Ouais. Puis en même temps, bien, ceux qui nous font un don de plus de 25 reçus d'impôts. Tout à fait. C'est ça qui... on a le pouvoir de le faire, nous autres. Fernand Croisetière, merci beaucoup. On va surveiller ça dans les prochaines semaines. Vous êtes bien gentil. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. L'ancien OTG, Centre de plein air Ronald Beauregard à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un petit sondage en ligne. Là, on est à l'étape maintenant des consultations. Évidemment, ça va se faire de façon virtuelle. Il y a 3 rendez-vous possibles les 3 et 4 novembre. Il faut s'inscrire à l'avance. sjsr.ca. À demain. Bye-bye.